Cet épisode 33 est une simple discussion entre le chargé des opérations de la société Cryptcool et moi-même. Avant de commencer cet épisode, je t'explique vite fait comment j'ai eu la chance de l'enregistrer avec notre invité qui nous vient tout droit de France et plus précisément de Bordeaux. Alors, il y a quelques mois maintenant, j'ai été contacté via LinkedIn, donc le réseau social professionnel, par la chargée de relations de la société Au Coffre. Au Coffre, c'est une société qui a été créée en 2009 par un certain Jean-François Faure. Cette société a été mise sur pied dans le but de démocratiser et de rendre beaucoup plus accessibles les métaux précieux comme l'or, le platine ou encore l'argent, entre autres. Et ça, en dehors du système bancaire et du contrôle de l'État. Comme tu l'as déjà pas mal de fois entendu durant les différents épisodes du podcast, les métaux précieux comme l'or ou encore l'argent, eh bien ce sont des valeurs tangibles, stables, voire même refuges en temps de crise. Ça veut dire que lorsque les marchés fluctuent ou encore les marchés s'écroulent, les gens se réfugient en achetant ces métaux précieux qui ont une très faible volatilité au niveau de leur prix. Et durant ces temps de crise, eh bien, comme les personnes achètent ces métaux précieux, la demande augmente et donc, au final, le prix de ces métaux augmente aussi. Eh bien, la société Au Coffre, c'est en fait la maison mère d'une autre société qui s'appelle Cryptcool. Après une chouette discussion par visio avec la chargée de relations en question, j'ai été invité à manger un bout avec justement le chargé des opérations de cette fameuse société Cryptcool. Et donc, quelques mois après, Alexis Beuglin est venu sur Bruxelles pour qu'on enregistre ensemble un épisode pour discuter des différentes alternatives qu'offre la société Au Coffre, mais aussi et surtout la société Cryptcool, qui se veulent toutes les deux être une alternative au système bancaire actuel à travers un système sécurisé, complémentaire et surtout transparent. Voilà, et maintenant tu sais où tu mets les pieds, on est parti pour la discussion entre Alexis et moi-même. Bonjour Alexis. Bonjour Alan. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. En tout cas, un grand merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bruxelles parce que tu travailles à Bordeaux. Oui. Et là, tu as profité d'un petit voyage à Amsterdam pour venir passer à Bruxelles et enregistrer donc ce podcast. Et un grand merci pour ça parce que tu n'étais tout simplement pas obligé de venir et tu as accepté l'invitation, ce qui est vraiment trop cool. Pour que les personnes qui écoutent le podcast comprennent un peu la situation, Alexis, c'est une personne que j'ai eu en fait, la chance de rencontrer une fois sur Bruxelles via une personne qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'a proposé, donc, qui écoutait le podcast, etc., et qui m'a proposé en fait de te rencontrer pour voir éventuellement si on pouvait faire quelque chose ensemble. On a mangé un petit bout à deux à Bruxelles. Et là, le feeling est franchement bien passé, c'était assez sympa, hein, on a passé un bon moment. Oui, super. Et donc du coup, on a décidé de faire un podcast ensemble. Avant de commencer la discussion, comme j'ai souvent l'habitude de faire avec les invités, etc., je vais te demander juste de te présenter, donc qui tu es, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Ok, super. Moi, du coup, c'est Alexis Beuglin, j'ai 26 ans. Je suis responsable des opérations et des activités crypto du groupe Au Coffre. Ouais. Donc en fait, ça va se traduire par différentes activités qu'on va pouvoir détailler un petit peu après. J'ai découvert les cryptos à l'époque où j'étais encore au lycée. Donc si ma mémoire est bonne, à peu près aux alentours de 2014. Je suis pas sûr de l'année exactement, mais en fait j'ai découvert le Bitcoin un petit peu comme une curiosité d'internet. Et à la fois aussi comme la monnaie du Darknet, ce qui lui a donné un peu une image assez sulfureuse pendant des années qui lui a collé à la peau. Ouais. Et en fait, à l'époque, voilà, j'ai découvert ça, je m'y étais intéressé très rapidement, mais vraiment comme une curiosité. J'ai laissé ça un petit peu de côté pendant quelques temps. Et en fait, je l'ai redécouvert au moment où il y a eu la première grande vague un petit peu de spéculation autour du prix du Bitcoin et des cryptos en général. Donc plutôt sur la fin de 2017, début 2018. Ouais. Et en fait, c'est là où je suis vraiment, on va dire, entré à plein temps un peu dans le monde des cryptos. Ok. À la base, je m'y suis intéressé un petit peu comme tout le monde pour faire de l'argent. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y avait des opportunités et c'était un peu mon premier, on va dire, investissement assez formel. Où voilà, j'ai mis quelques fonds pour découvrir un petit peu tout ça. Et je m'étais intéressé au trading. Je me suis vite rendu compte que c'était pas un monde qui était fait pour moi, que les informations que je trouvais à ce sujet
n'avait pas forcément beaucoup de pertinence ou de matière. Donc j'ai préféré m'intéresser aux fondamentaux des cryptos et en particulier du Bitcoin. Ok. Et en fait, c'est vraiment à partir de là où je me suis intéressé à la technologie, ou même je me suis intéressé un petit peu aux valeurs économiques qu'il y a autour de Bitcoin et de ce monde-là. Ok, nice. Ben, c'est trop bien parce que, en fait, je m'en souviens maintenant parce quand on avait mangé un bout ensemble, on avait un peu évoqué ça. Et en fait, ce qui me frappe un peu dans ton parcours, on va dire crypto, quoi, en tout cas l'initiation, ce qui a fait que tu es rentré un peu dans ce milieu, et ça ressemble très très fort au mien, sauf que toi, tu étais un peu plus précurseur que moi, c'est-à-dire que moi, en 2017, je savais ce que c'était qu'un Bitcoin, mais j'allais pas plus loin que ça, je savais que la blockchain existait, mais voilà, c'était une technologie où je trouvais ça intéressant, mais j'étais pas intéressé au point de m'y plonger à fond, quoi. Le fait que je me suis intéressé aussi à la crypto, c'était aussi d'un aspect spéculatif de base, c'est qu'on me disait aussi qu'il y avait de l'argent à faire. Je me suis dit ok, let's go. Et puis comme tu as dit, la réalité, elle revient vite à la surface, quoi. Je veux dire, n'importe quel investissement n'est pas sûr, etc. On connaît, il y a des risques dans tout, et surtout dans la crypto-monnaie. J'ai fait aussi des cours en trading, parce que je m'étais dit, ok, si je veux gagner de l'argent avec la crypto, je dois pouvoir savoir de quoi on parle, comment on peut analyser tout ça, etc. Et comme toi, j'ai trouvé que le trading, il faut prendre ça avec des pincettes, mais ce facteur chance me dérange énormément. C'est-à-dire que tu sais pas, même si tu as... Il y a ce côté un peu casino quand même à travers le trading. Donc, in fine, quand tu mets de l'argent sur un long ou un short, donc une vente, enfin un achat ou une vente, ça se peut et ça dépend de quelle échelle si tu trades en scalping ou autre. Enfin, ça dépend encore quel type de trading tu pratiques. Mais si tu veux te faire de l'argent, on va dire relativement rapidement, tu es obligé de dipper sur des laps de temps assez courts, comme des secondes, des minutes, etc. Et ça, je trouvais ça horrible. Alors après, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'investir un peu plus large. Donc là, je commençais à du trading un peu journalier, etc., sur des daily, weekly, etc. Là, en vrai, bah, tu gagnes, tu perds. En fait, la finalité du trading, je me suis dit, bah, en fait... c'est peut-être pas fait pour moi. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de très émotionnel et ça a été très compliqué pour moi de gérer. Donc j'ai lu énormément de bouquins, etc. Je voulais vraiment pouvoir m'en sortir à ce niveau-là. Mais le travail est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et est-ce que ça en vaut la peine? J'en suis arrivé à la conclusion que non. Le trading, pour moi, et ça ne me regarde que moi, ça n'en vaut pas la peine. Et si j'ai bien compris, c'est un peu le même point de vue, enfin, vis-à-vis de toi, quoi. C'est ça, oui, ça va être le même point de vue. Du fait qu'en fait, il y a énormément d'incertitudes dans le trading et que même si on est assez rationnel, ses propres compétences sont difficilement évaluables. C'est-à-dire que même si on a des résultats, par exemple, il y a des tas de traders qui se sont sentis pousser des ailes étant donné qu'ils étaient dans un marché haussier, dans un bull market comme on dit souvent. Et en fait, ils ont juste fait des profits parce qu'ils étaient sur un marché qui globalement était haussier. Exact. Donc en fait, ils rentraient, ils sortaient, mais ils ne comparent même pas forcément leur performance par rapport à, on va dire, à l'indice de référence qui va être du Bitcoin détenu en propre, sans chercher à faire de mouvements spécifiques. Et souvent, ces traders ont eu un peu la mauvaise surprise de voir qu'ils ne pouvaient pas prédire l'avenir quand ils étaient dans un marché baissier, Ouais. parce qu'ils continuent en fait à suivre la tendance, donc ils restaient structurellement perdants ou structurellement gagnants en fonction de la direction du marché. Ouais. Il y a aussi un peu une part de chance, c'est-à-dire que personne ne sait quel sera l'avenir des cours. Donc forcément, quelqu'un qui rentre à un point ne sait pas en fait si la position suivante va être à la hausse ou à la baisse. C'est justement aussi pourquoi je m'étais intéressé aux fondamentaux des cryptos et plus particulièrement du Bitcoin. Parce que pour moi, les fondamentaux permettent vraiment une analyse qui va donner du résultat à long terme. C'est-à-dire que ça va donner des informations qui vont permettre de juger d'un actif, de ses caractéristiques, mais vraiment d'un point de vue très rationnel. Mm-hmm. En fait, c'est grâce, on va dire, un petit peu à cette analyse fondamentale qu'on peut se dire que le Bitcoin est un actif qui a de l'avenir. Ok, ben, c'est hyper intéressant. Juste pour les auditeurs, une analyse, il y a une différence entre deux types d'analyse. Hein. On va parler du trading là pour que ce soit encore dans le sujet. C'est qu'il y a l'analyse technique et l'analyse, excuse-moi, fondamentale. Et donc l'analyse technique, c'est quoi? C'est tout ce qui est lecture de charte, c'est tout ce qui est étude de puissance de mouvement, RSI, etc. Enfin,
C'est vraiment étudier le prix que tu as devant toi, devant ton ordinateur, et comment il va se comporter en fonction de tous les indicateurs que tu peux avoir, que tu as étudiés, que tu connais, que tu veux utiliser, avec lesquels tu te sens à l'aise, avec lesquels tu te sens moins à l'aise, etc. Et avec tout ça, tu peux te dire, OK, le prix va monter, le prix va descendre. Ça, c'est une analyse technique. Une analyse fondamentale, c'est quoi? C'est le Bitcoin, par exemple, le Bitcoin chute. Pourquoi? Parce que la valeur du dollar augmente, par exemple. Pourquoi la valeur du dollar augmente? Parce qu'il y a une guerre là. OK. Et pourquoi il y a une guerre? Enfin, ça, c'est du fondamental. On parle plus du monde réel qui a un impact sur ce monde économique. Et en l'occurrence, ici, Alexis, ce qui veut dire, c'est que il s'est intéressé, donc l'analyse technique, ça c'était en tout ce qui concerne le trading, c'était les charts, etc. Il s'est pas senti à l'aise là-dedans. Ensuite, il a cherché l'analyse fondamentale. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Qu'est-ce que c'est que la crypto? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Et donc à partir du moment où on répond à ces questions-là, et c'est tout à fait juste, tu te fais une idée, on va dire, d'investissement sur du long terme, quoi. C'est-à-dire que si tu crois et que tu penses sincèrement et que tu as étudié et que tu t'es intéressé au Bitcoin et que tu penses que le Bitcoin, avec toutes les caractéristiques qu'il présente, a un avenir sur de long terme, eh bien, tu investis sur de long terme parce que fondamentalement, le Bitcoin est intéressant, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça, oui. Ok. Et ça va aussi toucher à ses caractéristiques propres. Donc typiquement son mode de fonctionnement de consensus, c'est-à-dire comment Bitcoin a fait en fait l'exploit de réussir à créer une monnaie ou un actif dans un milieu décentralisé et sans confiance qu'est Internet. Internet étant par nature un milieu dans lequel il n'y a pas de confiance, c'est-à-dire qu'on dispose de relativement peu d'informations avec les personnes avec lesquelles on interagit. Et pour un système, on va dire, de paiement, la confiance en fait est vraiment centrale pour qu'il soit périn. Et en fait, c'est toute la construction de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, qui a permis de créer cette confiance dans un objet virtuel entre des acteurs qui ne se font pas confiance. Ça passe par la blockchain, ça passe par le mécanisme de consensus, la preuve de travail, la diffusion aussi du nombre d'unités monétaires dans le temps. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'il n'y aura pas plus de 21 millions de bitcoins et les règles d'émission sont inscrites dans le dur. C'est-à-dire que personne peut se dire demain, on va mettre en place une nouvelle politique monétaire de bitcoin et on va doubler la quantité totale en circulation. Ça, c'est impossible, vu que la blockchain est un programme qui a été programmé une fois, on va dire ça comme ça, et il est intouchable, inviolable. Tout le monde est d'accord pour que ce programme fonctionne comme ça depuis qu'il a existé. On ne sait pas à un moment dire, claquer des doigts et dire en fait on va faire ça plutôt que ça. Non, c'est fini, le programme est clair et net et tout le monde joue le jeu. En tout cas, on n'a pas le choix de jouer ce jeu-là, quoi, en fait. C'est ça l'idée. Et vu qu'il repose vraiment sur le consensus, c'est possible de le faire évoluer. C'est ce qu'on voit en fait au travers des différentes mises à jour de Bitcoin, c'est-à-dire qu'elles vont venir agrémenter le protocole, mais c'est des mises à jour qui existent uniquement par consensus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour les implémenter. Tous les acteurs du réseau sont d'accord pour implémenter ces mises à jour et faire évoluer le réseau. Si demain, par exemple, une collision d'acteurs souhaiterait faire un Bitcoin avec 2 fois plus d'unités, c'est-à-dire, ils vont se dire, on va changer les règles de Bitcoin, on va faire en sorte que, après la période d'émission, il y aura à nouveau un nouveau cycle de 21 millions, et au total, il y aura 42 millions de Bitcoin. En fait, cette décision, techniquement, si tout le monde est d'accord, elle est possible. Mais ça touche tellement aux fondamentaux de Bitcoin qu'en fait, une grande partie des acteurs de Bitcoin ne vont pas être d'accord et auront sûrement un intérêt contraire en fait à ça. C'est ce qui garantit l'immuabilité de ces règles d'émission du Bitcoin. C'est-à-dire que même si quelqu'un ou un petit groupe de personnes plus ou moins gros essaie de changer ces règles, ça va provoquer une réaction qui va empêcher ce changement. Le changement sera possible, mais ça va prendre la forme d'une autre blockchain. C'est ce qu'on appelle un fork, un embranchement. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours le Bitcoin, on va dire, pur, entre guillemets, celui qui n'a pas été altéré. Et il y aura un nouveau Bitcoin qui va sûrement d'ailleurs changer de nom, s'appeler Bitcoin double, n'importe quoi, mais qui du coup ne sera pas la blockchain de consensus majoritaire. C'est ça. Donc pour vulgariser, ce que veut dire Alexis ici,
c'est que donc ce fameux programme Bitcoin qui permet donc de pouvoir échanger des bitcoins, qui est une monnaie virtuelle qui naît grâce à ce fameux programme et qui a une certaine valeur parce que tout le monde se met d'accord que c'est une certaine valeur. Il est décentralisé, donc toutes les personnes travaillent en peer-to-peer, chacun a son ordinateur et chacun fait tourner ce fameux programme qui tourne chez tout le monde. C'est le même programme et quand un bitcoin est envoyé d'un point A à un point B, c'est enregistré dans un ordinateur et comme la mise à jour se met chez tout le monde dans le monde entier, sur son propre ordinateur, cette information arrive chez tout le monde, etc. Donc ça, c'est vraiment un principe d'accord commun, de collectivité, que tout le monde est d'accord, que ça se passe comme ça. Si maintenant il y a un ordinateur avec une personne derrière qui dit moi j'aimerais bien mettre 42 millions de bitcoins à la place de 21 millions, je veux doubler cette quantité de bitcoin. Eh bien, pour que ça se fasse, il faut que tout le système peer-to-peer, donc que tous les ordinateurs soient d'accord de mettre à jour cette fameuse donnée dans ce programme Bitcoin. C'est un peu ça l'idée. Mais comme il y a tellement de personnes qui utilisent ça, c'est quasi impossible de se mettre tous d'accord comme ça, parce que personne ne se connaît. On peut en parler, on peut le faire, etc. Mais il faut concrètement que la majorité de ces gens-là soient d'accord de faire ça. Et ça, techniquement, ça devient impossible. C'est comme Alexis qui explique qu'au début, sur Internet, personne ne se fait confiance. C'est une technologie qui existe, etc. Mais il n'y a pas de réelle confiance derrière Internet. Eh bien, le peer-to-peer, c'est un peu ça l'idée. Et pour ça, on a besoin d'une charte claire et nette qui est à la base un programme bien établi qui est le programme de Bitcoin. Et donc, du coup, imaginons que maintenant, on est 50 millions de personnes dans le peer-to-peer, dans le système peer-to-peer, à avoir chacun le programme Bitcoin qui tourne sur son ordinateur. Et sur les 50 millions, il y en a 10 millions qui veulent absolument avoir 42 millions de Bitcoin. Eh bien, ces 10 millions-là peuvent éventuellement se mettre d'accord et créer un fork, donc un embranchement de cette fameuse blockchain Bitcoin que tout le monde connaît. On va dire que c'est comme une branche d'arbre qui va se mettre un peu sur le côté de cette blockchain-là avec ces fameux 42 millions de Bitcoin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fondamental de la technologie blockchain Bitcoin reste la même, donc c'est la même blockchain qu'on a créée à côté, mais il y a un truc qui change, c'est ce fameux 42 millions de Bitcoin et pas 21 millions. Et donc tu es alors apte, je ne vais pas dire apte, mais tu es alors d'accord d'utiliser une blockchain qui est la blockchain Bitcoin, mais avec un seul paramètre qui change, c'est les fameux 42 millions de Bitcoin. Si tu es de cette équipe-là, utilise cette blockchain-là. Si tu n'es pas du tout de cette équipe-là et que tu es d'accord avec ces 21 millions de Bitcoin, comme ça a toujours été, tu utilises ta blockchain Bitcoin. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2018. Alors, la divergence d'opinion n'était pas sur la quantité totale de Bitcoin, qui est probablement une des données les plus solides du réseau, qui résistante au changement, mais en fait était sur la taille des blocs. Donc c'est vraiment une donnée technique. Mais en fait, il y avait un conflit pour la scalabilité de Bitcoin, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire grossir le réseau à une grosse capacité de transaction. Donc que les transactions soient rapides en fait, c'est ça l'idée. Scalable, c'est que quand une blockchain est très scalable, ça veut dire que les transactions sont ultra rapides. C'est ça, c'est le nombre de transactions par seconde. C'est ça. Et en fait, il y avait, on va dire, deux équipes qui avaient un point de vue différent. La première était de réduire la taille des données qui passent dans Bitcoin, et l'autre qui était d'augmenter la taille des blocs. Et en fait, chacun avait des arguments pour et contre les idées, on va dire, de l'autre camp. Et en fait, le camp majoritaire, celui qui a la plus grande puissance de calcul, a été le camp qui a choisi de réduire la taille des transactions qui passent dans Bitcoin. C'est dans la mise à jour Segwit. C'est un petit peu technique, mais en gros, c'est eux qui ont remporté le plus gros consensus. Et les partisans des blocs de grande taille, eux, ont en fait créé leur propre blockchain dérivée de Bitcoin, qui s'appelle du coup désormais Bitcoin Cash, et qui en fait est la même technologie que Bitcoin, mais du coup qui a un historique avant le fork qui est commun, et un historique après qui du coup est différent et a adopté les règles de consensus différentes. Ok, trop bien. Trop bien que tu parles de Bitcoin Cash d'ailleurs, parce que j'en avais encore jamais parlé dans le podcast. Et en vrai, le fork non plus. J'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux vite fait. Tu sais, je fais des petits trucs ultra simples à lire et voilà, l'information passe. Mais je ne m'étais jamais vraiment attardé là-dessus. Et je suis trop content qu'on l'ait fait là parce que c'est vrai que c'est un sujet ultra intéressant. Et on voit un peu l'aspect communautaire et décisionnel à travers un programme décentralisé qui n'appartient à personne. Bref, le Bitcoin, quoi. Alexis, au début de la conversation ici, parce que là on a bien discuté de ça et j'en suis trop content, tu as évoqué le fait que tu travaillais pour la société Au Coffre, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce que tu peux me dire, et aux personnes qui nous écoutent, ce que c'est
Et alors, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Comment tout ça se développe, etc. Enfin voilà, explique-nous un peu tout ça, si ça te va. Alors, Au Coffre, c'est un groupe qui a été fondé en fait en 2009. Et moi, j'ai une façon de le présenter que je trouve assez drôle, qui est de dire que c'est né un peu de la même façon que Bitcoin, en fait, en réponse à la crise financière et une alternative au système bancaire. En fait, le fondateur Jean-François Faure souhaitait acheter de l'or pour protéger le capital de sa société et s'est rendu compte que c'était quelque chose de très difficile. Les banques n'aiment pas trop l'or, elles n'aiment pas le stocker sous forme physique. Après 2008, il y a les ETF qui sont arrivés, mais c'est vraiment des produits financiers, donc ça rentre dans leurs canaux, mais ce n'est pas une expédition directe à l'or physique. Ouais. Et tu peux juste expliquer ce que c'est qu'un ETF, voir comment tu l'expliques? Alors un ETF, en fait, ça va être un fonds financier qui permet de regrouper un ou plusieurs actifs. Et en fait, la caractéristique de ce fonds financier, ça va être qu'elle passe dans les tuyaux de la finance traditionnelle. C'est-à-dire que quand les banques ont besoin de s'échanger des choses entre elles, si elles veulent s'échanger de l'or physique, c'est assez compliqué parce qu'elles doivent faire de la logistique, le transporter, tout ça. Si elles passent par un fonds financier, elles s'échangent des titres et ça passe par leurs canaux habituels, c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc c'est la représentation du prix de l'or en termes dans la finance traditionnelle. C'est un peu C'est ça ça. l'idée? Enfin, quand on parle d'un ETF sur l'or, hein, évidemment. Mais c'est un peu ça. C'est la représentation du prix. Du prix, sachant que certains ETF, qui sont appelés ETF synthétiques, assument le fait de ne pas détenir l'actif suivi en sous-jacent. Ok. C'est des ETF qui en fait vont avoir une stratégie financière qui va être de répliquer un cours par d'autres actifs. C'est ça. Ah oui, ok. Les gestionnaires en fait vont chercher des actifs financiers qui ont une grande corrélation avec l'actif suivi et vont composer pour essayer de répliquer de manière artificielle le cours d'un actif donné. Ok. Et donc du coup, ETF, on en était où par rapport à l'explication? Alors, par rapport au groupe au coffre, Ouais. l'idée était en fait justement de trouver un moyen d'investir sur Ouais. l'or d'une façon assez simple. Et en fait, c'était du coup la création d'une plateforme en ligne d'achat-vente de métaux précieux. Ok. Et qui en assure aussi la conservation, étant donné que la conservation des métaux précieux est toujours un sujet en fait quand on s'intéresse à cet actif. Donc du coup, le groupe a été fondé autour de cette idée de simplifier l'accès à l'or et aussi d'une manière digitale, donc un peu plus dans l'ère du temps. Mhm. Et en fait, il s'est développé toujours avec cette idée d'innovation. Ça a démarré en fait en 2012 avec la création de la Veracart, qui est une carte de paiement adossée à un stock de métaux précieux. C'est-à-dire que par exemple, tu vas acheter 3 grammes d'or, ça va être le solde de ta carte, et lorsque tu vas payer par exemple 70 euros, ben, ça va prélever 1 gramme d'or sur ton stock. Ok. En fait, c'est une nouvelle façon d'utiliser des métaux précieux, de leur redonner un moyen de paiement à l'ère d'aujourd'hui et à la fois de rendre ces investissements en or très liquides, justement grâce à cette carte de paiement. Donc, pour encore une fois vulgariser, c'est une carte, par exemple, qui te permet de pouvoir payer. Tu détiens de l'or. Cet or physique elle est où cet or physique déjà? Alors, il est stocké au Port-Franc de Genève, Ok. en Suisse. C'est un des lieux les plus sécurisés au monde. Ok. Et il y a à peu près stocké là-bas l'équivalent de 80 milliards d'actifs, 80 milliards de dollars en valeur d'actifs réels. Ok. Donc, ce que tu es en train de m'expliquer ici, c'est que avec cette fameuse carte Veracash, c'est ça? C'est ça. Alors là, à la base, elle s'appelait Veracart et en 2015, c'est devenu une société à part entière, Veracash. Ok, bon, on va dire Veracash, d'accord? Donc tu as cette fameuse carte Veracash et j'ai par exemple 1 kilo d'or. Je vais avec ces 1 kilo d'or, donc c'est lourd, c'est 1 kilo, je ne vais pas me trimballer avec 1 kilo partout, mais cet or vaut de l'argent évidemment. Cet or, je vais la placer donc chez Au Coffre. Au Coffre va donc prendre ces 1 kilo d'or, il va les mettre dans ces coffres en Suisse, là où c'est ultra sécurisé. Et donc du coup, on est certain que cette valeur existe, vu qu'elle est physique. Elle est auditée d'ailleurs chaque année, à la fois par un cabinet d'audit spécialisé dans les métaux précieux, c'est-à-dire que c'est pas juste un cabinet d'audit financier qui pourrait auditer uniquement sur facture, mais qui vient vraiment sur site faire des essais sur les métaux précieux et qui a une méthode d'audit qui est changeante. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas de quelle façon ils vont auditer. Ça Ouais. permet en fait d'éviter de se préparer à un audit, Ouais. de préparer, on va dire, les choses en amont.
ce qui permet en fait, d'avoir une meilleure confiance dans la qualité de l'audit. C'est ça. Et en plus de ça, un audit qui est réalisé par nos clients au travers d'une association de clients qui s'appelle la MUAC. Et en fait, les clients peuvent élire des représentants qui vont venir sur site lors des audits afin d'une part, voir comment se déroulent les audits, attester qu'il n'y a pas on va dire, de collusion dans ces audits, et aussi de participer eux-mêmes, on va dire, à un audit un petit peu indépendant fait par cette association de clients. Ouais, c'est vraiment... Enfin, ok, c'est trop bien. Et donc, en fait, une fois que, par exemple, je vais payer avec ma carte Veracash au magasin, j'ai mes 1 kg d'or qui sont ensuite en Suisse et gardés par au coffre, je vais payer, imaginons, 1000 dollars avec cette carte à un magasin. Comment au coffre va faire pour représenter qu'il y a 1000 dollars en moins dans mon coffre en Suisse? Alors en fait, les actifs, on va dire, vont être mis un peu dans un pot commun. C'est-à-dire si par exemple tu nous confies de l'or, on va l'ajouter au système, mais après on te garantit un poids en or, mais pas, on va dire, le lingot précis. On te donne pas un numéro de lingot qui est le tien. On te garantit un poids qu'on conserve. Ce poids est audité justement au travers des différents audits. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu comme de la tokenisation de métaux précieux. Alors c'est de la tokenisation qui est hors chaîne, qui n'est pas comme dans la crypto, où ça se fait on-chain. Et en fait, on va pouvoir du coup fractionner les métaux précieux et de vendre des quantités pile poil qui correspondent à ton paiement. Mais donc, in fine, tous les clients qui sont chez Aucoffre possèdent de l'or parce que possèdent de l'argent qui est backé en fait par de l'or. Sous forme d'or physique. C'est ça, et cet or physique est dans un coffre et existe vraiment. Et tout ce poids total avec tous les clients, il y a un poids total. Toi, tu représentes une certaine quantité de masse, hein, un certain poids, on va dire, par rapport à toute cette quantité que vous avez. Et en fonction de ce que tu dépenses, eh bien, en fait, ta jauge de poids, de masse va diminuer au fur et à mesure. C'est un peu ça l'idée, quoi. Et en fait, nous, on se charge on va dire, de faire le lien entre toutes les opérations et donc de traiter un peu les opérations un peu en temps réel. C'est-à-dire qu'on va vendre de l'or quand il y a une opération de paiement. Ouais. Donc le paiement se fait en euros, le commerçant reçoit des euros. C'est vraiment un paiement avec une carte Mastercard classique. Donc en fait, c'est utilisable partout dans le monde tant que Mastercard est autorisé. Et nous, en fait, on va vendre la même valeur d'euros du paiement de métaux précieux. Ok. Donc en fait, la quantité de métaux précieux se déduit du compte à chaque paiement. Ok, d'accord, c'est intéressant, de ouf, c'est trop bien. Mais donc du coup, on en revient en fait à la question de réserve de valeur en fait, hein. Donc ça, j'avais déjà fait un épisode là-dessus. Enfin, je sais plus si j'avais fait un épisode expressément sur la réserve de valeur, mais il me semble que c'était l'épisode quand je parlais de FTX et enfin la chute de FTX et tout ça. Et donc à un moment, j'avais établi donc j'avais écrit tout un texte et que j'ai travaillé ensuite sur le podcast sur la réserve de valeur. Mais donc du coup, le combat de Aucoffre, derrière l'or, etc., c'est clairement ça. C'est aller dans cette logique qui est en fait une logique économique fondamentale, hein, on va pas se mentir, sur le côté il faut une réserve de valeur pour représenter quelque chose qui te permet de pouvoir payer donc de l'argent. Donc savoir que ton argent est backé par quelque chose qui vaut vraiment de l'argent aussi, c'est de l'or en l'occurrence. C'est ça, hein. À la fois le côté réserve de valeur, mais aussi quelque chose qui est important pour nos membres, c'est le côté non bancaire. C'est-à-dire que Aucoffre n'est pas une banque et n'a pas vocation à le devenir. On a un fonctionnement qui est différent, qui justement repose sur des métaux physiques. Donc pas comme les banques qui, elles, ont des réserves fractionnaires où elles peuvent émettre de la monnaie. C'est très différent. Et en fait, ça rassure beaucoup nos clients d'être hors du système bancaire. Car ça permet de se protéger, par exemple, un petit peu des velléités de l'État. Certains se demandent en ce moment si leurs livrets d'épargne vont pas être utilisés ou même ponctionnés pour répondre à la dette. Donc en fait, le fait d'être en dehors du système bancaire, ça permet de se protéger, de protéger vraiment son épargne, son patrimoine. Ses avoirs en fait, hein. C'est ça, sous une forme un petit peu alternative, mais du coup qui n'est pas en contact avec tout on va dire ce système bancaire qui est vraiment à la portée de l'État pour faire différentes opérations. Ok, mais donc du coup, parce que quand tu m'en parles comme ça, j'ai l'impression que Coff c'est quand même un peu une communauté, non? Il y a un peu cet aspect communautaire. Je veux dire, quand tu dis oui, nos clients pensent plus comme ça, etc. Donc j'ai l'impression un peu que c'est une société qui
qui a trouvé un peu ses adeptes, à juste titre, attention, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, et je le pense sincèrement, donc ces personnes qui n'ont plus confiance en fait au système bancaire et on va dire au système de l'État en fait, parce que les banques c'est l'État, on connaît l'histoire. Mais est-ce que toi, maintenant, toi qui es dans tout ça, est-ce que tu remarques que de plus en plus il y a des gens qui vraiment n'ont plus du tout confiance aux banques, à l'État, etc. Bah, je pense qu'en fait, ce phénomène s'observe depuis 2008. C'est-à-dire que la crise financière des subprimes a vraiment créé, en dehors de la crise financière, une crise de confiance en fait, Ouais, dans les institutions bancaires et par extension, je pense aussi un petit peu dans les institutions d'État. Donc en fait, ça a créé une certaine défiance, étant donné qu'on voit un petit peu la proximité entre le système financier et le système politique. Justement, ce qui s'est passé, on va dire le renflouement des banques à la suite de la crise ouais, des subprimes, je pense un petit peu associer l'État et les banques. ouais. Et du coup, par extension, en fait, la défiance envers le système financier, c'est aussi un petit peu porté à l'État. Et alors, au sein de nos membres, on voit qu'il y a on va dire une sensibilité différente à ça. Certains sont là juste dans une approche patrimoniale, diversifiée, sont pas forcément dans une optique de débancarisation. Mais la débancarisation est aussi un sujet important pour une partie de nos membres. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est stylé quand même. Ok, juste petite parenthèse encore une fois, je ne suis pas payé pour ce truc, c'est important de le dire aussi parce que j'ai déjà fait aussi un épisode avec une autre société qui s'appelle Satoshi, une société belge qui fait des cartes, des wallets crypto sous forme de cartes à puce. Bref, mais donc du coup je l'avais dit à cet épisode-là et je le répète dans cet épisode, en aucun cas je suis payé pour exactement faire ça. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui existe, encore une fois. Le concept de réserve de valeur m'intéresse énormément et Alexis a été d'accord donc de discuter de ça avec moi et d'ailleurs encore un grand merci parce que ça me fait vraiment plaisir vu que c'est un pro, il est clairement dans ce milieu à travers la société au coffre, etc. Et donc du coup voilà. Mais en tout cas, sachez juste que c'est pas un partenariat commercial, c'est vraiment un partenariat, on va dire amical. Ça se passe très bien comme ça et on apprend à se découvrir pendant que vous nous écoutez, quoi. Ok, mais donc du coup au coffre et ensuite parce que du coup quand moi j'avais eu, quand on s'était vu, on avait discuté aussi d'une plateforme qui est Cryptcool, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, Cryptcool, du coup, c'est la dernière société née du groupe au coffre, qui du coup a été créée en 2022 et qui a obtenu l'année suivante l'enregistrement PSAN, c'est-à-dire de prestataire de services sur actifs numériques, et Ok. qui permet en fait la commercialisation et la garde de crypto. Ok, tu peux juste faire une petite parenthèse sur ce que c'est que PSAN, juste Oui. pour les personnes? Alors du coup, le PSAN, c'est vraiment un enregistrement obligatoire auprès du régulateur en France. C'est-à-dire qu'on doit faire toute une procédure pour s'enregistrer auprès des régulateurs qui vont vérifier en fait si on respecte les différentes normes en vigueur, étant donné que c'est une activité financière, c'est une activité qui est considérée comme risquée à certains égards. Aussi vis-à-vis de la clientèle, c'est un gage de sécurité, c'est-à-dire que quand on sait qu'une société a eu cet enregistrement, on sait qu'il y a une certaine forme de légitimité, que c'est pas une arnaque qui va partir avec la caisse. Mhm. Et donc l'enregistrement PSAN, au-delà d'une obligation, c'est aussi vraiment ce gage de qualité. Ok, trop bien. Donc vous, ça vous sert comme gage de qualité, surtout par rapport aux clients, et puis c'est un gage de confiance en fait. C'est comme quand on va sur un site internet et qu'on voit le petit cadenas par-dessus, on a plus confiance que qu'on voit rien du tout et qu'on dit on sait pas si le site est sécurisé, en général t'hésites à appuyer sur download, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ok, et donc du coup Cryptcool alors Alors sa particularité à Cryptcool en fait, ça va être d'être spécialisé dans la garde froide et de proposer une plateforme très simple d'accès. Ok, C'est-à-dire que pour la partie garde froide, on va en fait utiliser notre infrastructure de chambre forte, donc notamment les ports francs, et en fait pour sécuriser l'accès physique aux clés. Toutes les clés, les clés des portefeuilles sont conservées physiquement au port franc et ne sont pas connectées à Internet. En fait, c'est stocké sur des portefeuilles froids, ok, et ces portefeuilles froids sont protégés physiquement par les infrastructures de chambre forte. ok. Donc si je comprends bien, c'est que les cryptos que tu possèdes éventuellement chez Cryptcool,
sont en fait, comme l'or que tu expliquais avec au coffre, baquets, donc existent réellement dans des chambres froides. Alors, sur des portefeuilles froids, Ok, en chambre forte. en chambre forte. Donc des portefeuilles froids, c'est des portefeuilles physiques C'est ça. qui existent. Donc c'est comme une machine avec on va dire de la crypto-monnaie dedans. Et ces cryptos, vous essayez, si je me trompe pas, je vulgarise, hein, j'essaie vraiment de faire comprendre tout ça. Ces cryptos qui existent donc dans ces portefeuilles, donc dans ces machines qui sont mises dans des coffres forts, vous essayez en fait de les rendre, on va dire, les plus tangibles possibles pour qu'il y ait une certaine valeur et un backage, j'ai envie de le dire comme ça, mais ça se dit pas, mais tu vois, que ce soit backé concrètement, le plus concrètement possible en ce qui concerne la crypto-monnaie, quoi. C'est ça. C'est déjà toutes les cryptos qu'on achète et qu'on vend, qu'on stocke sur Cryptcool. Ça va vraiment être de la crypto que la société détient en propre pour le compte et au nom de ses clients. C'est une notion qui a une certaine importance, qui va être en fait le fait que les cryptos que nous possédons sont au nom du client, Ouais, tout comme les métaux précieux, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans le bilan de la société Cryptcool. ok. Donc, si demain Cryptcool fait faillite, les cryptos ne sont pas dans notre bilan et donc ne peuvent pas servir à rembourser les dettes de la société. Vous êtes prestataire alors? C'est ça. On est à la fois un prestataire de vente, c'est-à-dire qu'on assure la commercialisation et en plus la garde. Mais une fois qu'on a vendu les cryptos, elles sont gardées et elles n'appartiennent pas à la société. Elles appartiennent vraiment aux clients, c'est-à-dire que en cas de faillite, encore une fois, les cryptos en fait seront juste restitués aux clients. C'est ça. Ok. Bah, donc ça change en fait de la majorité des plateformes centralisées en crypto-monnaie, quoi. Je veux dire. C'est ça. On a par exemple l'exemple de FTX qui a fait faillite en jouant avec l'argent de ses clients. Oui, voilà. Et en fait, FTX avait des dettes en crypto à l'égard de ses clients. Et dans la procédure de liquidation qui s'est passée il y a peu, en fait, les valeurs retenues ont été les valeurs au cours du Ouais. crypto de la faillite. J'avais lu ça. Même si, on va dire, l'histoire c'est pas trop mal fini, qui est que tous les détenteurs ont été remboursés à hauteur de L'argent qu'ils ont mis en fait. Hein. de l'argent voilà, qu'ils avaient, après quelques années de démarches judiciaires, Ouais. eh bien, ces personnes en fait auraient eu un montant supérieur si elles avaient conservé leur crypto à leur Alors nom. non. Mhm. C'est ça. Alors, juste pour comprendre, hein, pour que les personnes qui écoutent ici le podcast, ce qui se passe, c'est que Cryptcool, eux, les cryptos qu'ils possèdent, donc les cryptos de ses clients, apparemment, donc ce que Alexis nous explique ici, c'est que ces cryptos-là sont clairement au nom du client. Alors toi, par exemple, qui écoute le podcast, ton compte en banque, l'argent que tu as dessus, il y a une certaine quantité qui t'appartient. L'autre quantité, en Belgique, par exemple, c'est à hauteur de 100 000 euros. Les 100 premiers 1000 euros, ils t'appartiennent. Ils sont à ton nom, en l'occurrence. Donc, légalement, si la banque fait faillite, elle doit te rendre au minimum ces 100 000 euros garantis. Et si tu as plus, eh bien, bonne chance pour récupérer la suite parce que la banque ne les a certainement plus vu qu'elle utilise cet argent. En fait, une banque ou FTX, qui est en fait une plateforme de crypto centralisée, donc en crypto-monnaie, eux, ils ont un peu travaillé comme une banque. C'est-à-dire qu'ils ont... Bon, c'est un peu vulgarisé tout ça, je ne veux pas dire que c'est comme les banques, etc., et que ça fait faillite, donc c'est comme les banques, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'argent que tu injectes dans une plateforme comme FTX va te dire, voilà, tu as droit de posséder un Bitcoin, par exemple, tu as acheté un Bitcoin, voilà, et te mettre sur ton compte FTX, tu vas avoir un Bitcoin. Ces Bitcoins-là, déjà, il est potentiellement à ton nom parce que c'est ton compte, mais il appartient réellement à FTX. C'est FTX qui possède ce Bitcoin. L'argent que tu as donné à FTX pour avoir ce Bitcoin au prix du marché, eh bien FTX, ils utilisaient cet argent pour faire d'autres investissements. Donc à partir du moment où il y a eu un problème financier, donc ils ont dû rembourser un peu les clients parce qu'à un moment ça n'allait plus. On fait un résumé hein, là parce que si jamais je vais faire un épisode aussi là-dessus. On n'arrive plus à rembourser les clients. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu un procès, etc. On a remarqué que la personne qui gérait FTX, c'était même très tendancieux tout ce qu'ils faisaient, etc. On a mis un peu notre nez, enfin ils ont mis un peu leur nez dans ces affaires-là, et ils ont vu en fait que c'était vraiment du grand n'importe quoi et que c'était tout à fait normal qu'il y ait une chute telle et que voilà. Et donc tous les clients, donc il y a des millions et des millions de dollars qui ont été injectés dans cette plateforme.
FTX, et tous ces clients donc ont voulu récupérer l'argent et ils n'ont pas su vu que FTX avait utilisé cet argent pour faire d'autres choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'après il y a eu le procès, et enfin oui, il y a eu le procès il y a peu quoi. Et dans ce procès, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc la fameuse liquidation judiciaire, donc on a dû rembourser aussi tous les clients. Et les clients, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont récupéré en fait le montant qu'ils ont investi de départ. Donc, c'est-à-dire que imagine que tu as acheté à ce moment-là un bitcoin et ce bitcoin-là, tu l'as acheté 20 000 $ à l'époque. À la fin du procès, le bitcoin valait 65 000 $. Eh bien, ils t'ont remboursé 20 000 $. Pourquoi ? Parce que ça appartient à FTX. Par contre, si le bitcoin t'appartenait à toi réellement et que FTX n'avait pas de réel pouvoir sur ce bitcoin-là, eh bien, ils t'auraient remboursé au prix du bitcoin, vu que c'est à ton nom ce bitcoin-là. Et c'est ça la différence. C'est ça, hein ? C'est ça. Ok. Et les clients d'FTX ont presque même eu de la chance que le cours des cryptos soit monté et donc qu'ils aient pu tous être remboursés à hauteur de la valeur de ce qu'ils avaient au moment de la faillite. Car en fait, peu après la faillite, justement, le marché des cryptos s'est effondré et en fait, il restait peut-être que 40 à 60% de la valeur globale pour tous les clients. C'est-à-dire que les clients auraient chacun eu un prorata de ce qu'ils avaient investi. Et pour reprendre ton exemple, si un client avait 20 000 $, eh ben, il aurait rendu une part peut-être entre 8 et 12 000 $. Ouais. Donc encore, voilà quoi. Ok. Trop bien. Et donc Cryptcool, on continue. Donc ça appartient réellement aux clients. Donc les actifs appartiennent réellement aux clients. Donc c'est à dire que si moi j'achète un bitcoin sur Cryptcool, c'est toi. Je veux dire, c'est Cryptcool qui garde, donc au coffre, qui garde le bitcoin pour toi. Donc dans des chambres sécurisées, etc., comme on a parlé juste avant. Et c'est clairement à ton nom. Donc si par exemple Cryptcool, on va dire, se pète la gueule, eh bien le remboursement se fait à ton nom. Donc tu récupères ton bien à toi qui vaut la valeur de ce moment-là sur le marché, quoi. Donc C'est ça. Le fait qu'il ne soit pas détenu dans le bilan de la société fait qu'en fait, en cas de cette fameuse procédure de faillite, on va juste rendre, on va dire, l'objet qui appartient au client. On va pas le valoriser étant donné qu'il lui appartient en entier. ouais, c'est ça. Et justement, en fait, c'est cette particularité-là qui offre un niveau de protection supérieur, on va dire, aux clients par rapport à des sociétés qui marchent sur ce mécanisme de dette. Ouais. Étant donné que lors des liquidations, lorsque c'est une dette que la société a envers le client, en plus de ça, on va en fait liquider les dettes, enfin rembourser les créanciers de la société dans un ordre précis. Souvent, les banques se servent en fait avant les clients de la société. Donc, c'est-à-dire que les banques vont se rembourser toutes les dettes qu'elles possèdent à l'encontre de la société. Et avec ce qui reste, après avoir remboursé les banques et les autres créanciers prioritaires, on va rembourser les clients avec le panier d'actifs qui reste. Et éventuellement, dernier recours, s'il reste, on va dire, un petit peu d'actifs, là, c'est les actionnaires de la société qui peuvent récupérer un petit peu. Ouais. Mais c'est assez rare, surtout sur des entreprises financières, qu'il reste quelque chose à cet état. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Et alors, une question légitime, je trouve. À quel moment alors vous faites de l'argent ? C'est quel dynamique qui fait que vous encaissez 1 cent, 2 cents, 1 euro, 3 euros, etc. Enfin, c'est Alors, nous, ça va tout simplement être les commissions sur les achats et les ventes. ok. Donc classique, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. On prend éventuellement des frais de garde pour les clients qui en fait ne font pas d'opération pendant plus de 6 mois. Ok. Mais en fait, ça va presque être plus des frais qui vont venir inciter à des bonnes pratiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne touche pas à son compte pendant plus de 6 mois, c'est quelqu'un qui ne suit pas ses investissements. Et surtout dans le monde des cryptos qui est très volatile, c'est assez important en fait de venir suivre ses investissements. Donc en fait, on se rémunère principalement sur les frais d'achat-vente et on a éventuellement des frais de garde pour, on va dire, un petit peu les comptes un petit peu inactifs, Dormant, quoi, en fait. les Ceux que comptes tu laisses dormants. dormir, quoi. Ok. Et donc le fait que un compte qui dort, c'est dérangeant pour le client. Donc vous, votre dynamique, c'est ça, quoi. C'est le fait que le client ne regarde plus ses investissements dans un marché ultra volatile comme les cryptos. C'est un peu, bon, mec, maintenant, regarde quand même un peu ce qui se passe parce que voilà, c'est pas une maison, quoi. Je veux dire, c'est pas un appartement, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre, nous, derrière, de gérer de la transmission. C'est-à-dire qu'un client qui va commencer à avoir des frais d'inactivité, c'est un client qu'on va contacter. Justement, Oui. on va Ok. en fait revenir vers ce client pour lui dire, bon, voilà, faire juste un petit état des lieux, voir si tout va bien. Et en fait,
derrière, avec Cryptcool, nous, ce qu'on veut faire, c'est de la transmission dans le monde des cryptos, Ok. qui est un sujet qui est très peu abordé et qui, en fait, est très important. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui détient du Bitcoin, par exemple, sur son propre portefeuille, s'il lui arrive quelque chose, en fait, il part techniquement avec ses clés et il peut plus transmettre ses Bitcoins. Étant donné qu'ils sont sur la blockchain, qui sont insaisissables, il n'y a pas de mécanisme qui va permettre d'appeler quelqu'un pour essayer de le transmettre à ses héritiers. Donc en fait, ça va vraiment être perdu. Et on va même bientôt proposer en fait un nouveau service qui en fait est Seedcool. C'est un système en fait de garde de phrases de récupération. Ok, ouais. C'est-à-dire que c'est un ensemble de plaques de métal qui d'ailleurs est utilisé en interne, entre autres pour la sécurisation des cryptos. Et en fait, on va l'envoyer à quelqu'un qui souhaite conserver sa phrase de récupération. Il va la graver lui-même, la sceller lui-même. Et en fait, il peut nous retourner la plaque qu'on va garder pour son compte. Les scellés, en fait, sont des scellés bien spécifiques qui sont uniques et qui ne peuvent même pas être reproduits par le producteur des scellés. Et en fait, par exemple, chaque année, lors des audits, on va pouvoir prendre en photo la plaque pour montrer que les scellés n'ont pas été. C'est le même scellé, c'est ça. C'est ça. Permettant d'attester que en fait, la phrase de récupération n'a pas été altérée, n'a pas été consultée par quelqu'un. Et on a même pensé le système de sorte à ce que si on ne nous fasse pas complètement confiance, on peut nous confier seulement la moitié d'une phrase de récupération. Donc les plaques font 12 mots et on va dire que le système est plutôt optimisé pour des phrases de 24 mots, qui est le format le plus fréquent. Ouais. Et en fait, on peut par exemple nous confier 12 mots d'une phrase de récupération, confier les 12 autres à son notaire, et le jour où il arrive quelque chose, le notaire peut prendre contact avec nous, et en fait, on va se coordonner avec lui pour assurer la succession et distribuer les actifs et d'une façon en plus qui correspond à la loi. Donc, c'est-à-dire que même si par exemple quelqu'un est très prévoyant et cherche à donner, on va dire, un petit peu en avance ses cryptos, le problème pour les héritiers, c'est qu'ils n'auront pas de traces d'avoir reçu ces cryptos. Donc le jour où ils vont vouloir les vendre et les rapatrier sur un compte bancaire, par exemple, ils vont sûrement avoir des questions de la part de leur banque qui vont leur dire mais d'où viennent ces fonds, et même en expliquant que ça vient de la crypto, ils n'auront pas de justification d'où ça vient. Et ça peut être d'ailleurs perçu souvent par l'État comme un contournement de la succession, des taxes sur l'héritage, et donc amener à des frais, donc c'est beaucoup de complications. Et il vaut mieux en fait prévoir les choses pour faire une succession, on va dire, dans les clous, ce qui permet de s'éviter beaucoup de problèmes par la suite, quoi. En fait, moi, ce que j'aime bien par rapport à tout ce que tu m'expliques là, c'est que donc la société au coffre à travers Cryptcool, etc., et Seedcool aussi, en fait, ce que j'aime bien, c'est que vous essayez, et vous le faites, vous avez l'air de bien le faire, je ne vais pas mentir, j'ai jamais utilisé vos services, mais en tout cas, comme tu l'expliques, et j'ai déjà été voir les sites et tout ça, évidemment, mais je n'ai jamais vraiment utilisé le truc profondément, bref. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous essayez, en tout cas vous le faites, vous faites en sorte à ce que ce monde qui est très compliqué à comprendre, parce que très en fait superficiel, très parfois même imaginaire, parfois même philosophique, parce qu'il faut s'imaginer beaucoup de choses en fait. Et vous arrivez à ramener ce côté tangible jusqu'où on peut y arriver, d'aller mettre ce truc réel, concret dans la vraie vie pour qu'on puisse comprendre un peu les vraies valeurs du truc. Après les valeurs aussi, donc j'ai l'impression que vous avez bien compris les enjeux, l'économie à travers tout ça, etc. Et donc toutes les valeurs qui sont en fait fondamentales pour monsieur et madame tout le monde, la majorité des gens sur Terre en fait, vous essayez de les ramener à travers tout ce que vous entreprenez pour la crypto, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment cool, parce que je pense que là on est encore très jeune, enfin très jeune, on est très tôt dans le temps, quoi, on va dire, mais dans quelques années, voire des dizaines d'années, je pense que ce sera ce type de processus qui feront que ce sera une adoption de masse, quoi. Ce sera obligatoire, mais il faut juste que ça se répande un peu plus et un peu plus et un peu plus. C'est toujours le même délire, quoi, en fait. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de simplification, car c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, dans le sens où on propose une plateforme qui est facile d'accès en termes d'interface et qui n'a pas vocation à se complexifier dans le temps. C'est-à-dire que souvent, on le voit, des plateformes de crypto qui démarrent, au début, elles sont simples parce qu'en fait, elles ne proposent pas énormément de services. Et donc voilà, elles sont, on va dire, simples de facto par les services qu'elles proposent. Et souvent, elles vont essayer de se diversifier dans beaucoup de services différents et en fait se complexifier au fur et à mesure du temps. Et souvent, on part un peu d'une plateforme simple et on finit sur une plateforme limite boursière, extrêmement compliquée à utiliser,
avec des tas de services dont on n'a pas besoin. Et nous, en fait, rester simple et facile d'accès, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. C'est votre combat, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est légitime à fond, quoi. Parce que c'est vrai que si tu télécharges maintenant une application d'un échange centralisé, que ce soit n'importe lequel, peut-être Kraken, je trouve que lui, il est encore user-friendly et encore. Mais c'est vrai que par contre, le site de Cryptcool, j'ai été le voir. Je ne suis pas inscrit ou quoi que ce soit, mais j'ai été le voir et c'est vrai qu'il est bien fait. En plus, vous avez une genre de catégorie académie ou quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté aussi apprentissage. Et ça, j'aime beaucoup. Contrairement à par exemple Binance, qui eux, il y a tout en fait sur le site, il y a tout ce que tu puisses imaginer. Mais encore une fois, moi par exemple, j'ai appris pas mal de la blockchain, etc. Au tout début, j'étais sur Binance Academy. Mais gars, j'ai galéré, mec. J'ai galéré pour comprendre. C'est trop compliqué. Tu vois, ils expliquent. En fait, tu vois que c'est des professionnels, ou professionnels, j'en sais rien, mais en tout cas des gens qui savent déjà de quoi ils parlent et qui t'expliquent ce truc comme si tout était acquis et qu'il n'y avait plus qu'à lire et le truc. Alors que toi, tu te sens un peu bête souvent derrière ce truc. C'est justement parce qu'en fait, c'est des plateformes qui ont été créées pour s'adresser à des traders. Oui, voilà. Et en fait, du coup, c'est très complet. Sauf que c'est quelque chose qui va perdre les gens qui ne sont pas de la profession. C'est ça. Parce qu'en fait, ils vont proposer tous les outils possibles, des outils très avancés. Et en fait, c'est des outils qui ne sont pas à la portée de la plupart des gens et qui demandent un certain apprentissage pour être utilisés. Ouais. Donc en fait, ça va être des services qui sont très complexes, mais qui du coup vont avoir de la difficulté à être utilisables par tout le monde. Ouais. Et en fait, c'est encore pire lorsqu'on touche à des services financiers, étant donné que tout ce qu'on fait avec son argent, avec son patrimoine, souvent c'est des opérations qui sont un petit peu source de stress. Quand on commence à jouer avec son argent, en général, on n'est pas trop serein, surtout au début. C'est clair. Et en fait, ces plateformes qui sont extrêmement compliquées sont vraiment une source d'angoisse pour beaucoup d'utilisateurs. Novices en tout cas, quoi. c'est Les gens ça. qui comprennent pas trop ou qui sont pas habitués non plus, quoi. Hein. Et pour le coup, même les experts sont parfois victimes, on va dire, de cette complexité, dans le sens où, à force de prendre l'habitude et d'avoir, on va dire, une certaine rapidité à effectuer des opérations complexes, ça arrive qu'il y ait des erreurs, c'est-à-dire qu'ils perdent des fonds parce qu'ils envoient à la mauvaise adresse ou ce genre de choses. Évidemment. C'est vraiment des choses qu'on observe par rapport à la complexité justement de ces plateformes. Ouais, et c'est pour ça en fait, hein, parce que moi mon combat aussi à travers le podcast c'était clairement ça, hein, c'est que moi j'ai galéré pour pouvoir comprendre parfois, mec je te dis, je lisais un article ou quoi, cet article me prenait une journée à décortiquer au tout début, toi, je comprenais rien, tu sais, on te parle de blockchain, hein, transaction, protocole, hein, t'es là, mais je comprends, c'est quoi un protocole, alors tu tapes, enfin tu vois le truc quoi, et en fait c'est sans fond, c'est Inception le truc quoi, tu vois, et moi le podcast, si je l'ai développé, c'est clairement pour essayer de genre juste donner un petit fil rouge aux gens et de savoir un peu ce qui existe, après ils font exactement ce qu'ils veulent, mais au moins que quand ils entendent un peu, ils écoutent un petit peu, ils ont juste un peu compris où est-ce que le nouvel Internet va, où est-ce que la nouvelle échange de valeurs va, etc. dans le monde. Et c'est hyper intéressant et hyper important selon moi, parce que je pense que c'est l'avenir et c'est comme ça. Et vous êtes en fait les acteurs de ça et les acteurs qui sont conscients aussi surtout de ça. Et ça, c'est vraiment cool, tu vois. Et en vrai, c'est pour ça qu'on est là, en fait. Hein. On en avait déjà discuté ensemble et c'est vrai que le combat, en fait, il est plus ou moins pareil, sauf qu'on est deux acteurs totalement différents, quoi. Et donc du coup, c'est déjà pas mal de services en fait. Hein, donc, mais quand on avait mangé un bout ensemble la dernière fois à Bruxelles, tu m'avais parlé de Vera One, je crois, c'est ça. Hein. Alors du coup, on a aussi Vera One, qui est en fait un autre projet blockchain du groupe Au Coffre. Il n'y a pas que Cryptcool, mais lui en fait va être une crypto-monnaie adossée à l'or. C'est-à-dire qu'en fait, c'est littéralement de l'or tokenisé. Donc c'est de l'or physique, ce qu'on a toujours proposé au sein du groupe, mais qui va pouvoir être utilisé sur une blockchain. Directement sur la blockchain. C'est ça. Okay. Et en fait, c'est un projet qui est un petit peu plus vieux que Cryptcool, étant donné qu'il date de 2019. Ouais. Mais là, on va vraiment en fait l'intégrer à Cryptcool pour justement faire le pont, en fait compléter le pont entre le monde de l'or et le monde de la crypto. Ok. Et donc, l'or est backé toujours chez Au Coffre, c'est ça l'idée ? C'est ça. C'est toujours de l'or physique. Donc le sous-jacent, ça va être du lingot. Ouais. Et en fait, c'est sous forme de token. L'or va aussi permettre d'être utilisé de manière native avec des protocoles crypto, mais aussi par exemple pour la fiscalité en fonction des pays. En France par exemple, les opérations crypto à crypto ne sont pas imposables, et en fait ça va permettre de l'utiliser comme une valeur stable pour en fait rester dans le monde de la crypto, c'est-à-dire que en échangeant du bitcoin contre de l'or tokenisé, il n'y a pas d'imposition qui s'applique, là où ça aurait été le cas avec de l'or on va dire physique non tokenisé.
Et en fait, ça va permettre d'à la fois faire le pont entre ces deux mondes et de venir stabiliser la valeur de son portefeuille quand on en a besoin. Donc là, Vera One, c'est un stablecoin adossé à l'or. C'est ça. Et l'or existe physiquement auprès de Ocofre. C'est ça l'idée. C'est ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, quelqu'un qui va détenir le token Vera One va être propriétaire de la quantité d'or physique sous-jacente. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas une dette, il n'y a pas de créance en fait dans le token, c'est vraiment un bien physique. L'or existe, quoi. Ça. Tu achètes de l'or via la... C'est l'équivalent d'un titre de propriété d'une quantité en fait de métal. C'est ça. Ok. Et vous avez d'autres projets encore comme ça? Enfin, genre... Certains. On est aussi sur un projet de NFT. Ok. Sur des pièces d'or. Donc en fait, ça va être, encore une fois, on va dire, d'innover un peu par d'autres moyens. Et donc de créer des NFT qui sont le titre de propriété d'une pièce d'or. Ça diffère un petit peu du Vera One, étant donné que le Vera One va être fongible par nature. Ouais. C'est-à-dire qu'un gramme d'or pur, d'un lingot ou d'un autre de même pureté, sont interchangeables. Ce qui ne va pas être le cas pour des pièces qui en fait sont uniques par nature. Et donc le NFT, on va dire, va être le parfait support crypto pour ça. Et on a aussi un autre projet au travers de notre activité de frappe de monnaie qui va être une pièce d'or avec une contre-valeur en bitcoin par-dessus. Ok. C'est-à-dire qu'il y aura une pièce d'or qui va faire 1/10 d'once. Et en fait, sur cette pièce d'or d'un 1/10 d'once sera attachée une petite quantité de crypto. Ce qui permet, en achetant la pièce, d'investir à la fois sur l'or et la crypto. Et pourquoi vouloir à ce que les gens investissent dans la... Quelle personne achèterait de l'or et aussi un peu de crypto par la même occasion parce que l'or, toi? Alors justement, je pense que ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont connaisseurs des métaux précieux. Ouais. Et en fait, c'est ce type de support qui va permettre, on va dire, de faire aller un petit peu vers les cryptos. Étant donné qu'il y a du concret, on va dire plutôt du physique, étant donné que le Bitcoin, si on s'intéresse, est tangible. Tangible, il y a deux définitions. La première, c'est ce qui est matériel. Bon, Bitcoin n'est pas matériel, mais la seconde définition est ce dont la réalité ne peut être démontée. Ok, ouais. Donc en fait, Bitcoin est tangible parce que sa réalité est indiscutable. Et justement, en fait, c'est on va dire le fait de le mettre sur un actif tangible, physique, qui peut permettre à des personnes qui sont assez éloignées en fait de cette abstraction en fait on va dire de l'unité monétaire qui est Bitcoin, et en fait de justement utiliser cette tangibilité pour faire passer du monde de l'or au monde de la crypto. Ouais, ok. Donc en fait, respecter les valeurs que vous défendez, enfin que Ocofre défend, en fait. Hein. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas. Enfin, c'est mal. En fait, c'est malin et ça tient la route surtout. C'est surtout ça le truc. Ok, trop cool. Bah écoute, Alexis, on arrive franchement à la fin de l'épisode. Je sais pas si tu as encore des trucs à raconter. Je sais pas si je pense qu'on est déjà pas mal. On a déjà pas mal discuté. En vrai. Pas mal de je crois que sujets. ça fait. Je pense on a 50 minutes d'épisode là, un truc comme ça. Donc voilà, bah écoute Alexis, un tout grand merci en tout cas, franchement, parce que Merci je le à toi. répète, tu viens de Bordeaux pour, enfin en tout cas, t'as voyagé pour venir nous voir et j'en suis vraiment super content, un tout grand merci vraiment. Je me rends compte à quel point c'est un beau geste quoi, franchement, un tout grand merci. Et j'espère à la prochaine. Et... Merci à toi de m'avoir reçu et j'espère aussi à une prochaine. Merci à toi en tout cas. Hein. Ciao, ciao. C'était Alexis de Cryptcool et Alan en parle. Prends soin de toi. Et comme le dit Jean-François Faure, même le Bitcoin promis par Nabila à ses plus hauts, lui aussi en train de dévisser, eh bien quelqu'un qui avait de l'or qui aujourd'hui a pris un peu de valeur, eh bien peut-être un peu le revendre pour équilibrer ses pertes.